Stage portera sur l'analyse des mécanismes perceptifs mis en jeu lors d'un cross. Les distances étant comprises, chez les seniors, entre 3 et 12 km selon les formats. Ils seront abordés de manière chronologique, c'est-à-dire de l'arrivée sur le site de compétition à l'arrivée de la course. On peut différencier plusieurs voies qui nous permettent de prélever puis d'identifier des informations présentes dans notre environnement pour évoluer dans celui-ci. Cette fonction de réception et d'acheminement des informations vers notre système nerveux central, qui les traitera ultérieurement pour programmer une réponse motrice adaptée au contexte, est assurée par nos récepteurs sensoriels. Parmi ceux-ci figurent la rétine pour la vision, la cochlée pour l'audition, les mécanorécepteurs et les thermorécepteurs pour le toucher, ainsi que d'autres organes et cellules pour rendre compte d'informations proprioceptives. La rétine périphérique est composée de bâtonnets pour nous renseigner de manière grossière sur différents types de déplacements. Au niveau de la fovea, on retrouve quasi exclusivement des cônes qui nous permettent de discerner avec précision les objets. Cette vision est donc nommée cognitive par opposition à la vision périphérique dite de mouvement. La retransmission des signaux de la rétine au cerveau s'effectuera par le nerf optique. Les ondes sonores sont captées et transférées du milieu aérien vers l'oreille moyenne par l'oreille externe. L'oreille moyenne assurera le transfert de celle-ci vers la cochlée grâce au tympan via une vibration mécanique qui entraînera la propagation de liquide dans la spirale cochléaire. La vibration de ces liquides stimulera différents types de cellules ciliées qui enverront un message nerveux aux neurones cochléaires qui les transmettront à leur tour au cerveau par le nerf auditif. Bien que les récepteurs sensoriels fonctionnent en synergie, nous n'étudierons pas les fosses nasales et les papilles gustatives, car elles permettent de percevoir des stimuli qui ne sont impliqués que de façon mineure dans la réalisation d'une performance en cross. Une fois arrivé sur le site du cross, l'athlète effectuera idéalement une reconnaissance du parcours, pendant son échauffement ou avant celui-ci pour prendre connaissance de certains paramètres. Ces récepteurs intramusculaires et tendineux, notamment les fibres intrafusales entourées de fibres annulospiralées, ainsi que les récepteurs tendineux et ligamentaires de Golgi, lui permettront d'évaluer son état de forme lors de l'échauffement avec l'identification de stimuli relatifs à la kinesthésie. Pour une vitesse donnée, il pourra percevoir sa foulée comme efficiente et dynamique, ou au contraire moins fluide qu'à l'accoutumée. La reconnaissance des signaux réceptionnés par ces capteurs explique en partie que certains coureurs expérimentés puissent prédire leur performance de manière assez fine. Ces thermorécepteurs cutanés, dits périphériques, couplés à l'action de l'hypothalamus, lui permettront de choisir une tenue appropriée aux conditions climatiques. Lorsque la température interne est inférieure à 35 degrés Celsius, la transmission des messages nerveux au système nerveux central est compromise. Sous les 33 degrés Celsius, l'athlète est peu lucide et perd peu à peu le contrôle de ses segments, la programmation des réponses motrices étant altérée. L'athlète, dans le cas le plus extrême d'hypothermie, peut en mourir. Malgré la capacité du corps à produire des quantités de chaleur importantes à l'exercice, les risques d'hypothermie sont présents en cross et doivent être limités. L'hyperthermie est également envisageable dans les climats chauds et humides, avec une hausse de la température interne qui ne doit pas dépasser les 40 degrés Celsius. La perception du préindice que représente le coup de pistolet se fera par l'intermédiaire de la cochlée ainsi que de la vision centrale nécessaire pour identifier clairement l'individu en possession de l'objet. Notamment lors du départ, la tête remplit sa fonction de plateforme inertielle en optimisant la prise d'informations visuelles grâce à la dilatation des pupilles. À vitesse élevée lors des premiers hectomètres, la survenue d'oscillations verticales importantes du centre de gravité n'empêchera pas l'athlète de se positionner adéquatement au sein du peloton, car le réflexe vestibulo-oculaire empêchera la rupture des prises d'informations visuelles en situation d'instabilité. Sa vitesse de déplacement ne l'empêchera donc pas de prendre des points de repère pour jauger son effort. Un coéquipier de niveau similaire au sien peut, par exemple, constituer un point de repère en début de course. Grâce au vestibule et à la cochlée,
ainsi que le niveau de fatigue de leurs concurrents, par exemple s'ils sont en état d'hyperventilation et qu'elle est très audible. Ils pourront éventuellement intercepter des bribes d'encouragement si leur niveau d'activation attentionnelle le permet. La stratégie la plus efficace en termes d'utilisation des ressources attentionnelles étant de se concentrer sur le moment présent et d'être focalisé sur la perception des informations utiles à la réalisation de la tâche entreprise. En addition aux capteurs vestibulaires et du déplacement de l'environnement sur la rétine qui nous renseigne sur notre rapidité de déplacement, l'allure de course peut être perçue et régulée en fonction de la douleur qui lui est associée momentanément. Il a été démontré que les coureurs élites se distinguent des coureurs lambda par une capacité à être davantage impliqués dans l'instant présent. De plus, en excluant de nos pensées conscientes la perception d'informations distractaires ainsi que celles relatives à la souffrance, la performance peut être optimisée. Une étude a également démontré que la peur de la souffrance conduisait à l'atteinte d'un état d'hypersensibilité vis-à-vis de celle-ci. Il est admis que les récepteurs sensoriels interagissent entre eux et forment un système. Potentiellement, ils contribueront tous plus ou moins à renseigner notre système nerveux central sur notre niveau de fatigue physique. Pour parvenir à celui-ci, les nocicepteurs empruntent le thalamus puis le cortex sensoriel pour signaler un éloignement trop important de l'état d'homéostasie. D'après la théorie du gouverneur central, selon le caractère négatif ou positif des signaux traités par le système nerveux central, celui-ci pourra forcer l'arrêt de l'effort ou du moins diminuer son intensité pour préserver l'intégrité physique de l'individu. Le couplage perception-action étant permanent, à niveau de perception de douleur égal, les athlètes très entraînés sont moins soumis au contrôle inconscient du gouverneur central et peuvent davantage exploiter leurs capacités physiques. Si l'athlète fait abstraction des signaux traités par son système nerveux central de façon délibérée, ou la survenue d'une dysfonction de ses récepteurs sensoriels dure trop longtemps, le dernier recours du gouverneur central sera de provoquer un évanouissement. La régulation de l'allure de course de l'athlète sera donc en grande partie déterminée de façon inconsciente par ce gouverneur. Plusieurs études ont également démontré qu'indépendamment de la perception de l'effort spécifique à une allure donnée, les coureurs de demi-fond pourront toujours accélérer ou à minima maintenir leur vitesse actuelle en fin de course, c'est-à-dire à peu près 400 mètres de l'arrivée, car le gouverneur central ne perçoit plus de menace à l'intégrité physique de l'athlète. Indépendamment des mécanismes en relation avec la perception illustrée précédemment, une multiplicité de facteurs impliqués dans la réalisation d'une performance en cross, tels que l'attention et l'imagerie mentale, n'auront été analysés que de façon mineure compte tenu de leur importance.